clôture du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse sœur Anouarit Ningapeta, une messe a été dite ce lundi 2 décembre par Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Le chef de l'État et son épouse y ont pris part. Encore des affrontements opposant les FARDC aux rebelles du M23 à Matembe dans le territoire de Lubero, une attaque du M23 contre une position militaire ayant causé la suspension du trafic sur la nationale numéro 2. Incendie du bateau Safina en pleine navigation le dimanche 1er décembre sur le lac Kivu au large du village Tchungu dans le sud Kivu. Le bilan fait état de dégâts matériels énormes. Le plaisir est pour moi de vous informer, madame, monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité en religion. Une messe a été dite ce lundi 2 décembre à l'occasion de la clôture du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse sœur Anouarit Ningapeta. C'est Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, qui l'a dite à Isiro dans le Haut-Ouélé. Le chef de l'État, accompagné de son épouse, a pris part à cette commémoration ayant réuni une foule immense venus rendre hommage à la bienheureuse Anouarit. Regardez. C'est sous le thème Bienheureuse Anouarit, modèle d'engagement, qu'a été célébrée la clôture du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anouarit Ningapeta. Prenant la parole, l'évêque du diocèse d'Isiro Niangara a adressé ses remerciements à toutes ces personnes qui, par leur présence, ont rendu possible la commémoration. Puis est venue l'intervention de l'archevêque de Kisangani. Monseigneur Marcel Outembi a loué la bravoure de la bienheureuse Anouarit Ningapeta qui a offert de sa vie par amour pour Christ et par fidélité de son alliance virginale avec le Christ. La date du 1er décembre 1964 reste à jamais gravée dans la mémoire de l'Église Famille de Dieu en RD Congo, car ce jour-là, une de ses dignes filles a donné sa vie par amour pour le Christ, par fidélité à son alliance virginale avec le Christ. Elle a appliqué dans sa vie les mêmes paroles de Jésus, à savoir, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Dans son allocution, le chef de l'État a reconnu les mérites de la sœur Anouarit tout en soulignant combien il était nécessaire qu'une telle cérémonie soit organisée en sa mémoire. Et ceci peut amener donc à ce que notre sœur Anouarit puisse être élevée au rang de sainte. Donc, faites vos prières s'il vous plaît, afin que nous puissions témoigner de cet amour qu'elle avait pour nous. Voilà, encore une fois, je tiens à vous remercier. Je remercie particulièrement les fidèles catholiques venus de partout pour leur présence ici, à Isiro, en commémoration des 60 ans du martyre de la bienheureuse. Je remercie particulièrement son Excellence, Monsieur le Nonce apostolique, qui est venu ici pour la première fois à Isiro, dans le Haut-Ouélé. Quel honneur pour nos compatriotes d'ici. Transmettez aussi, Monseigneur, mes remerciements à sa sainteté, le pape François, qui continue de porter la République démocratique du Congo dans ses prières quotidiennes et qui se prépare, vous l'avez dit, à béatifier un autre Congolais, en la personne de Floribert Bwana Chui Bin Kassiti. Cette commémoration a connu la participation de plusieurs personnalités politiques, fidèles catholiques et la présence remarquable du nonce apostolique venu de Rome. Et dans le même chapitre, la sœur Marie-Clémentine Anouarit Ningapeta continue de faire la fierté de la femme et surtout de la religieuse. Elle est morte en préservant sa foi catholique. En aucun moment, la sœur Anouarit a eu peur de l'homme ou encore des armes. Elle avait surtout la crainte de Dieu. Sa mort a été rencontrée par l'abbé Ferdinand Kwadje, recteur du sanctuaire Bienheureuse Anouarit. C'était lors du briefing spécial tenu le week-end dernier à Isiro. Patrick Isobonge, c'est beaucoup.
dernière étape. La bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta est morte tout en gardant sa foi catholique. Elle ne voulait en aucun moment déshonorer son Dieu, même par contrainte. Marie-Clémentine Anouarit n'avait nullement peur des hommes ou des âmes. Elle n'avait que la crainte de Dieu. C'est ainsi qu'elle trouvera la mort demain du colonel Olombe à la Maison Bleue, à Isiro. Et alors, après avoir mangé, il fallait retourner la sœur Anouarit auprès de M. Ngalo à la maison Bamboulé. C'est là où la sœur Anouarit a opposé une résistance farouche et lui a donné un coup de crosse au front. Et puis, quand la sœur Anouarit lui a dit « Bon, moi je ne veux pas commettre ces péchés. Je préfère mourir que de commettre ces péchés. » Et après, il a continué à maltraiter la sœur. Et à un moment donné, la sœur lui a dit « Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. » Et au moment où la sœur lui a dit ça, il a pris son revolver et il a tiré sur les bras gauche de la sœur Anouarit. Et là, la sœur Anouarit gisait par terre et elle a dit « C'est ainsi que je l'ai voulu. C'est ainsi que je l'ai voulu. » C'est alors que le colonel Olombe a fait venir deux petits rebelles. Ils sont venus, il leur a demandé « Quelle arme vous avez ?» Ils ont dit « Nous n'avons que des baïonnettes. » Alors, il a donné l'ordre de transpercer là plusieurs coups. C'est alors que ces deux petits rebelles ont transpercé la sœur Anouarit au niveau de thorax, 5 coups chacun. Et là, la sœur était complètement épuisée. Elle gisait par terre et le colonel Olombe est allé dire aux religieuses qui étaient enfermées dans la chambre que nous appelons aujourd'hui oratoire. Il est allé leur dire, voilà, j'ai tué votre concert comme elle a voulu. Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta est née le 29 décembre 1939 à Mandabone, dans le territoire de Wamba. Après ses études primaires et secondaires à Bafouabaka, Marie-Clémentine Anouarit émettra le vœu de devenir sœur religieuse en 1959. C'est là que les rebelles moulélistes arrêteront les sœurs pour les amener à Isiro. Après, l'irréparable arrivera. Et puis la province du Haut-Uélé vit de moments particuliers lors de la célébration du martyre de la bienheureuse Anouarit. Le pèlerinage qui amène des milliers de personnes permet à la province de croître ses recettes. Une affirmation du gouverneur du Haut-Uélé, Jean Bakomito. Il a fait lors du briefing spécial tenu le week-end dernier à Isiro. Regardez. La célébration du martyre de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta est un moment important pour la province du Haut-Uélé. Elle permet aux pèlerins de communier spirituellement pendant ce moment, mais aussi elle donne la possibilité à la province d'accroître ses recettes. Le gouverneur du Haut-Uélé, Jean Bakomito, l'a évoqué lors du briefing spécial co-animé avec le ministre de la Communication Patrick Mouyaya et le recteur du sanctuaire Anouarit, l'abbé Ferdinand Kouadjé. Puisque la population d'Isiro est catholique et chrétienne, la majorité, je crois que c'est un moment fort de prière, un moment fort où les chrétiens, pas simplement d'Isiro, mais de toute la région qui se retrouvent ici, non pas simplement pour commémorer, mais pour implorer le Seigneur afin que ce genre de choses ne se répètent pas, parce qu'elle a été tuée par les rebelles. C'est la rébellion. Et donc, de ce côté-là, c'est une activité purement à caractère d'abord spirituel, mais également touristique. Aujourd'hui, on a plus d'opportunités du point de vue touristique, du point de vue économique. Chaque fois que nous organisons la célébration de cet anniversaire du martyre de la bienheureuse, la ville d'Isiro reçoit, ou la province du Haut-Uélé reçoit des dizaines de milliers de pèlerins. Et ça permet à ce que l'économie de la province puisse être boostée également. Et plus que jamais, chaque année qui passe, on voit que les choses évoluent. Et avec l'accompagnement du gouvernement central, et nous pensons que la ville deviendra comme évidemment.
Mais il reste beaucoup à faire pour capitaliser davantage le pèlerinage au sanctuaire Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta. Ça, le gouvernement central y compte bien faire, a noté Patrick Bouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Et le peuple autochtone vivant dans la partie Isiro rassuré de la prise en compte de leurs préoccupations par la première ministre, le manque d'habitat, d'accès aux soins de santé et surtout aux institutions constitue un frein pour le développement de ce dernier. Cette assurance a été donnée à ce peuple à l'issue d'une rencontre à Isiro le week-end dernier. Patrick Isiro revient. À Isiro, où elle s'y trouve, la première ministre a rencontré le peuple autochtone du Haut-Ouélé. Judith Soumino a donné le temps à ses premiers habitants de la RDC d'exposer leurs préoccupations. Celles-ci sont principalement liées à l'habitat et à l'accès aux soins de santé, a souligné Jean Mondali, chef de la localité Nazareth, habitée essentiellement par la population autochtone. Toyaki kolobelaye esengeli basala mobeko pona kosunga bandeko ba premier congolais. Pambate na Assemblée nationale, na Assemblée provinciale, bazali représenté. Nous avons été voir la première ministre pour lui dire d'initier un projet de loi qui permettra au peuple autochtone d'avoir accès aux institutions du pays et même les coopter si possible dans les assemblées provinciales, comme cela se fait pour les autres. Elle a promis d'en faire part au chef de l'État. Toutes ces préoccupations sont déjà prises en compte dans le programme d'action du gouvernement, a rappelé la première ministre. Judith Soumino a de ce fait rassurer ses hôtes qu'ils ne sont pas moins congolais que les autres. Nous sommes là pour démontrer que le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Cela veut dire que nous sommes effectivement en train de travailler. Je ne reviendrai pas sur ce que le père de la nation a dit. Sachez que même vous qui êtes ici à Isiro, nous pensons à vous. La preuve, c'est notre arrivée sur place. À Isiro, la chef du gouvernement a pris part à la célébration du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta. Et on change de chapitre pour parler situation sécuritaire en province. Les affrontements opposent les FARDC rebelles du M23 à Matembe dans le territoire de Lubero. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. L'armée loyaliste accuse les rebelles d'avoir attaqué une position militaire et la société civile qui confirme l'information évoque la suspension du trafic sur la nationale numéro 2. On en parle avec Rachel Adassaliwala. Reprise des combats entre les rebelles du M23 et les FARDC au sud du territoire des Lubero la nuit des dimanches à ce lundi. Selon les porte-parole des opérations Front Nord, sous-lieutenant Griguen Boyi, ce sont les éléments du M23 qui ont attaqué les positions des forces régulières. Les M23 RDF ont attaqué l'une de nos positions au village Matembe, dans les collines de Kassinga, des antennes situées à plus ou moins 7 km de Kasségué. Les tirs sporadiques se font entendre entre les FARDC et ses ennemis de la paix. Les FARDC sont toujours en train de contenir cette attaque pour repousser encore une fois de plus cette agression. Nous appelons également la population au calme, à ne pas paniquer, surtout à ne pas suivre tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. La société civile confirme la même information, cependant, elle évoque la suspension du trafic sur la nationale numéro 2. Ici, à noter que ce combat éclate malgré les cessez-le-feu décrétés depuis le 4 août dernier après une offensive de rebelles qui avaient signé leur entrée officielle dans les territoires des Lubero. Et d'une province à une autre, le rétablissement d'une paix durable en Ituri passe également par l'application de la justice à l'endroit des auteurs des crimes commis durant ces dernières années dans la province de l'Ituri. Ces propos sont de Patrice Ward, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, au sortir des échanges avec le gouverneur de province Johnny Luboya Kachama. C'était le dimanche 1er décembre 2024. Reportage à Fermi Vita.
En séjour en Ituri, Patrice Vahard, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, a laissé entendre après son premier entretien avec le numéro 1 de la province qu'on ne peut jamais arriver à la paix dans un climat d'impunité. Le premier droit, je dirais, c'est celui d'accorder, de conjuguer, d'agir ensemble pour accorder la paix aux habitants de l'Ituri. Le droit à la vie, évidemment, c'est important. Pendant ce court séjour, j'ai été à la prison centrale de Bunia. J'ai échangé avec l'administration pénitentiaire. Je voudrais me féliciter du travail que fait le directeur de la prison de Bunia, son engagement. Mais j'ai pu toucher aussi du doigt un problème qu'avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et avec la ministre des Droits humains, nous discutons à Kinshasa. C'est la question de la surpopulation carcérale. Poursuivant son speech, Patrice Vahard dit faire rapport aux autorités nationales compétentes eu égard de ses observations en vue de faire revenir les populations dans leurs demeures respectives. J'entends donc à mon retour à Kinshasa rendre compte un peu de ce que j'ai observé ici pour voir comment nous pouvons faire revenir le maximum des populations qui ont dû fuir et de tous ceux qui aussi choisissent les voies des armes pour leur dire si on accorde la place à la paix, si on accorde la place au vivre ensemble, évidemment les différends peuvent être résolus en utilisant le droit plutôt qu'en utilisant les armes. Signalons qu'en Ituri, Patrice Vahard y est pour 72 heures. Et puis la République démocratique du Congo va abriter du 3 au 10 décembre 2024 la semaine de droits humains sous le thème « La sacralité de la vie humaine et la paix sociale comme principe non négociable ». Ceci en prévision de la célébration du 76e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Regardez. Le mardi 10 décembre marquera le 76e anniversaire de l'un des engagements mondiaux les plus marquants, la Déclaration universelle des droits de l'homme, document fondamental qui proclame les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. C'est dans ce cadre que la ministre des Droits humains, Chantal Chambou-Moavita, a présenté lors de la 24e réunion du Conseil des ministres le calendrier des activités prévues en République démocratique du Congo avec pour thème national « Nos droits, notre avenir maintenant ». À l'occasion de la célébration du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la ministre des Droits humains a informé le Conseil de l'organisation de la Semaine des droits humains du 3 au 10 décembre sur toute l'étendue du territoire national sous le thème « La sacralité de la vie humaine et la paix sociale comme principe non négociable ». Le numéro 1 des droits humains congolais a indiqué qu'à travers ces activités qui se dérouleront concomitamment dans toutes les provinces du pays, il sera question de promouvoir et de renforcer la culture de droits humains, mais aussi de sensibiliser la population à la défense, la promotion et la protection de ce droit et liberté. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, pour le mandat 2025-2027, la RDC, à travers son gouvernement, réaffirme la sacralité de la vie humaine. Chaque voix mérite d'être entendue, la paix sociale demeure le socle tout développement durable du pays, a soutenu Chantal Moavita. Et on parle politique à présent, à 2 semaines de la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions de Massimani-Mba et Yakoma. La centrale électorale a rencontré les électeurs dans leur lieu de culte afin de les sensibiliser sur les scrutins prévus le 15 décembre 2024. C'était le dimanche 1er décembre à Massimani-Mba, dans la province du Kwilu. Nico Kassanda, reportage. Partis de Kinshasa vendredi dernier, les agents et cadres de la CENI chargés de cette mission ont, après avoir présenté leur civilité à l'administrateur du territoire le samedi 30 novembre, pris contact avec les responsables locaux des cultes avant de se rendre dans les églises. Le dimanche, à l'heure des cultes, des messes et des prières, les sensibilisateurs de la CENI ont participé aux offices à la paroisse catholique Saint-Maurice, première paroisse catholique de Massimani-Mba.
au temple de la communauté baptiste au Congo, membre de l'Église du Christ au Congo, où 2 cultes ont été organisés, en français et en Kikongo, à la Fraternité évangélique Pentecôte en Afrique et au Congo, Nzambe Malamu, à l'Église de la Louange, à l'Assemblée des dieux La Borne, à la communauté des Assemblées des dieux au KDC et au ministère La Main Puissante. Dans tous ces lieux des cultes, le message de la CENI a été clair et identique. Je réponds au nom de Maman Fatou Todinga. Nous faisons partie de la délégation envoyée par le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Nous sommes là dans les cadres des élections du 20 décembre 2023, lesquelles étaient annulées. La CENI organise cette fois-ci les élections prévues le 15 décembre 2024. Par ailleurs, la CENI vous invite à aller voter vos députés nationaux et provinciaux. Ce vote sera organisé dans les différents bureaux des votes où vous aviez retiré vos cartes d'électeurs. C'est là où vous voterez vos députés nationaux et provinciaux. Le programme de la mission à Massi-Manimba prévoit également d'autres activités de proximité, notamment une caravane motorisée. Et tout à fait autre chose, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo poursuit son mouvement de grève déclenché depuis le 4 septembre dans une assemblée générale tenue le week-end dernier. La dite synergie regrette que les attentes des enseignants ne préoccupent en aucun cas le gouvernement. Plus de détails avec Jean Bosco Pouna, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, dans ses propos recueillis pour vous par Rachel Mavitidi. Les attentes des enseignants, notamment l'uniformisation des salaires et de la prime de gratuité, le paiement des enseignants NP et NU, la retraite digne des enseignants, la majoration des salaires à hauteur de $500 pour pallier à la vie chère et à la perte du pouvoir d'achat ne préoccupent pas le gouvernement. Le retrait de 50 000 francs congolais aux enseignants dans l'enveloppe de la prime de gratuité, notamment dans les écoles conventionnées et KJC. 6. La sortie d'un calendrier réaménagé, irréaliste et non participatif qui ne permet pas de récupérer le nombre de jours perdus et qui renforce la baisse brillante de la qualité des enseignements dispensés. Fort de ces constats, les enseignants réunis en Assemblée générale attendent des réponses durables et définitives aux problèmes des enseignants, ainsi que la concrétisation des promesses faites par le gouvernement dans le cadre du budget 2025. Les enseignants attendent en 2025 l'uniformisation des salaires et de la prime de gratuité, le paiement des enseignants NU et NP, le paiement de $500 à chaque enseignant de la République, la rationalisation du processus de mise à la retraite, la convocation des assises sur la politique salariale, la mise à disposition des listings de paye de la prime de gratuité dans les banques payeuses au compte de chaque enseignant. En attendant, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, réunis en Assemblée générale sur mandat des enseignants, décide de poursuivre la grève pour contraindre le gouvernement à donner des réponses aux revendications urgentes et légitimes des enseignants. Et puis le bateau Safina a pris feu en pleine navigation le dimanche 1er décembre sur le lac Kivu au large du village Ishungu dans le sud Kivu. Bilan, aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais des dégâts matériels énormes. Le pire a été évité grâce à l'intervention d'une autre embarcation en provenance de Bukavu disposant des équipements anti-incendie. Regardez. Faisant la liaison entre Bukavu et Goma, le bateau Safina a pris feu sur les lacs Kivu, tout près d'Ishungu en territoire des Kabaré. L'incident est survenu en pleine navigation, surprenant tous les passagers et sémant la panique. Cependant, grâce à l'intervention d'un canot rapide doté d'un système anti-incendie, le pire a été évité selon le chef de la division provinciale des transports et des voies de communication du Nord Kivu. Bon, en fait, c'est une situation déplorable. Un incident venait de se produire à partir de Tchangouli, d'un bateau, Safina,
de Safina, qui le bateau a quitté le port public de Goma, se rendait à Ijucide, juste avant que le bateau n'atteigne le lieu d'accostage. Et alors, il y a eu les groupes électrogènes qui étaient à bord, qui les aident pour la musique, pour chauffer, et aussi les télévisions et consorts. Et alors a pris feu, et le feu a atteint même le bateau. Mais Dieu merci, le bateau se accosté à côté et les gens sont sortis saufs. Rappelons que le lac Kivu a été la scène d'un naufrage causant plusieurs morts et blessés le 3 octobre dernier près de Kituku au nord Kivu. On va parler sport à présent. La République démocratique du Congo s'est qualifiée en quart de finale de la 26e édition de la Coupe d'Afrique Handball Senior Dames 2024 après sa victoire 32-24 sur la Guinée le dimanche 1er décembre au gymnase du Stade des Martyrs. Les Léopards Dames joueront contre les Angolaises en quart de finale le mardi 3 décembre. On en parle avec Anse Mongalo. Les handballeuses congolaises ont enregistré une belle victoire en s'imposant 32-24 face au Sili national de la Guinée lors de la dernière rencontre de groupe de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball féminin 2024. Alexandra Chounou, véritable muraille dans le but, a été élue joueuse du match pour la deuxième fois dans cette compétition, confirmant ainsi son rôle majeur dans la performance congolaise. Une performance collective d'ailleurs qui a permis aux Congolaises de dominer la rencontre et d'affirmer ainsi leur supériorité. La République démocratique du Congo se hisse désormais à la 3e place du groupe B avec 6 points, juste derrière l'Angola et le Cameroun, consolidant ses chances de qualification pour le quart de finale. Soutenu par un public acquis à sa cause à Kinshasa, les Léopards étalent leurs ambitions de marquer cette 26e édition. Avec cette dynamique, les Fauves congolaises continuent d'avancer avec confiance et détermination pour croiser les Angolaises demain mardi 3 décembre en quart de finale à 18h heure de Kinshasa au Stade des Martyrs de la Pentecôte. On va finir avec cette actualité en dehors de nos frontières. Les habitants du sud du Liban se lancent dans une vaste opération de nettoyage après leur retour dans la ville samedi. Ce retour fait suite à l'accord de cessez-le-feu signé entre le Hezbollah et Israël. Regardez. Dans la ville de Nabatsié, les opérateurs économiques se sont mis très tôt ce lundi matin à aménager leurs lieux de commerce en vue de la reprise des affaires. Ces derniers disent entamer ces travaux à leur propre compte. Aucun fonds n'a été disponibilisé pour cette fin. Nous sommes arrivés à un stade où nous ne savons pas ce que nous allons faire. Comment allons-nous enlever les débris? Comment allons-nous démarrer notre activité? Il n'y a pas de fonds. C'est pourquoi j'ai commencé à travailler à mon propre compte. Nous devons reconstruire. Nous devons nous relever. La vie ne s'arrête pas. Quelque chose nous a été imposé et nous étions prêts à le faire. Nous devrions commencer au moins pour le bien des martyrs et des familles qui sont décédées. Nous devons continuer. Au cours des 2 derniers mois, des frappes aériennes israéliennes intenses ont rasé des quartiers entiers dans l'est et le sud du Liban, ainsi que dans la banlieue de Beyrouth, la capitale. Près de 1,2 million de personnes ont été déplacées. On va prendre le rappel de principaux titres. Clôture du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse sœur Anouarit Ningapeta. Une messe a été dite ce lundi 2 décembre par Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Le chef de l'État et son épouse y ont pris part. Encore des affrontements opposant les FARDC aux rebelles du M23 à Matembe dans le territoire de Lubero. Une attaque du M23 contre une position militaire ayant causé la suspension du trafic sur la nationale numéro 2. Incendie du bateau Safina en pleine navigation le dimanche 1er décembre sur le lac Kivu au large du village Tchungu dans le sud Kivu. Le bilan fait état de dégâts matériels énormes. Et ce journal est terminé, Madame, Messieurs. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonsoir.